Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Elle aura comme thème la protection des données personnelles et le droit d'accès à l'information au Maroc. Pour parler de ce sujet important pour le développement du Maroc et son positionnement à l'échelle internationale, j'ai plaisir à recevoir Monsieur Omar Serrouchni, président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, mais également président de la Commission du droit d'accès à l'information. Monsieur Serrouchni, merci d'être parmi nous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité et très heureux d'être parmi vous. Parfait. Tout le plaisir est pour nous, Monsieur Serrouchni. Alors, avant d'entamer ce débat, j'ai envie de vous présenter à nos téléspectateurs. Monsieur Serrouchni, vous êtes lauréat de l'école mohammedienne d'ingénieurs en génie électrique, option automatique et informatique industrielle. Vous avez ensuite eu un diplôme d'études approfondies de mathématiques et automatique de l'université de Paris-Dauphine et de l'école des mines de Paris, n'est-ce pas? Vous êtes également titulaire d'un master en diplomatie et stratégie au centre d'études diplomatiques et stratégiques à Paris et un master en intelligence économique à l'école de guerre économique à Paris. Vous avez entamé votre carrière en France dans le domaine de la recherche et développement, dans le domaine du temps réel, n'est-ce pas, et des systèmes embarqués. Vous avez ensuite rejoint des structures de conseil en organisation et système d'information, et vous avez fini par créer votre propre cabinet de conseil avant de rejoindre la commission en 2010. Et vous avez été nommé par le souverain en 2018 en tant que président de cette commission. Est-ce bien cela, Monsieur Serrouchni? Vous me renvoyez vers le passé, mais c'est bien cela. Alors vous avez toujours été, on n'appelait pas ça transformation digitale ou transformation numérique, mais vous y étiez depuis le premier jour. Toute votre carrière a été justement dans la transformation digitale. Alors pour commencer, Monsieur Serrouchni, j'ai envie de vous poser deux premières questions. La première, qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de protection des données personnelles et de droit d'accès à l'information? Et la seconde, une question sous-jacente, pouvez-vous nous parler de l'historique de la prise de conscience mondiale de la protection des données personnelles et d'accès à l'information? Qu'est-ce qu'il y a eu qui a fait que le monde entier s'est intéressé à cette protection des données? Est-ce que c'est l'avènement de l'Internet? Est-ce le commerce électronique? Voilà. Pouvez-vous nous parler de ces deux aspects et de leur historique? Oui, alors déjà, les deux concepts sont assez différents, même s'ils interagissent dans le même environnement. La protection des données à caractère personnel est régie au Maroc par la loi 0908, qui a été adoptée en 2009, alors que le droit d'accès à l'information est porté par la loi 3113, qui est entrée en vigueur en mars 2019. La protection des données s'accroche au respect de la vie privée et à l'article 24 de la Constitution, et le droit d'accès à l'information est très relié à l'article 27 de la Constitution. La protection des données à caractère personnel, je préfère à caractère personnel parce que c'est le terme utilisé par la loi et non pas données personnelles, mais également parce qu'il y a une nuance qui est assez importante. Les données à caractère personnel, ce n'est pas forcément des données personnelles dans le sens qui m'appartiennent, mais qui peuvent permettre de m'identifier. Donc ça peut être une adresse IP, ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être autre chose. Une vidéo sur laquelle on figure. Clairement, en fait, c'est tout ce qui peut permettre d'identifier une personne que sur tout support. Ça peut être un support papier, donc ce n'est pas que numérique, digital, image, son ou autre chose. Donc c'est assez large. Lorsqu'on rencontre chez les vendeurs de fruits secs, lorsque l'on trouve des listings de l'administration avec potentiellement des noms et des matricules, ou lorsqu'on trouve des copies d'examen
chez ces mêmes vendeurs de fruits secs, c'est de la donnée à caractère personnel qui doit être régie de façon normale. En d'autres termes, il ne faut pas que les entreprises et les administrations vendent au kilo leurs archives. Donc il y a des mécanismes de destruction, etc., qu'il faut mettre en place. Justement, alors dans ce cadre-là, quelles sont les obligations justement des organisations qui traitent de l'information et quels sont les droits des usagers par rapport à cela? Alors, si vous permettez, enfin, je vais bien sûr répondre à votre question, mais je termine juste la question précédente par rapport au droit d'accès à l'information, pour répondre entièrement à votre question. Le droit d'accès à l'information est un concept en fait qui existe. Certains pays, les États-Unis par exemple, ont commencé à le mettre en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc c'est un concept qui contribue à la transparence de la gestion de la chose publique et qui contribue à un ensemble de mécanismes, notamment la lutte contre la corruption et puis un certain nombre de choses. Alors, pour le premier concept, votre question c'était quel était l'événement déclencheur? En fait, il y en a eu plusieurs. Moi je dis qu'il y a deux familles dans le monde. Il y a ceux qui ont eu un événement déclencheur. Par exemple, en France, l'affaire Safari, qui a été assimilée à une opération de fichage, lorsqu'on demande en fait trop d'informations sur les gens et qu'on centralise ça dans une même base de données. Vous avez des États où il y a une sensibilité particulière, par exemple l'Allemagne, du fait de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et du fichage des gens. Et puis vous avez des pays qui ont suivi le standard international quand celui-ci a commencé à s'élaborer. Et la prise de conscience, elle est tantôt comme ci, tantôt comme ça. Au Maroc, je pense qu'on a une petite chance puisque enfin, c'est pas forcément une chance, mais on a une caractéristique qui est que la loi a été mise en place en 2009 pour répondre à un besoin immédiat par rapport à l'économie de l'offshoring, entre autres, mais aussi on a vécu, en particulier pendant la pandémie, comme beaucoup de pays dans le monde, le besoin urgent et la dimension très opérationnelle et pragmatique du sujet. Les questions se sont posées, les réponses ne sont pas encore toutes là, elles sont en cours d'élaboration, le débat est ouvert, il n'est pas forcément très public, mais il existe au niveau des administrations, des décideurs, des entreprises, etc. Et souvent, on nous dit oh là là, mais pourquoi vous êtes aussi rigide? Mais en fait, on n'est pas rigide du tout, il y a une loi. Cette loi a été votée par le Parlement. Les représentants de... Voilà, donc c'est qu'il y a eu un consensus autour de cette loi et on ne fait que remplir notre mission qui est de décliner cette loi. Ce n'est pas des avis propres que l'on formule, c'est juste la déclinaison de la loi. Alors vous allez me dire que la loi peut être interprétée d'une certaine manière ou d'une autre. Oui et non. Oui, tant qu'on respecte l'esprit de la loi, comme aurait dit Montaigne. Non, si on commence à vouloir faire du n'importe quoi comme on veut. Et justement, le Maroc a commencé à élaborer sa propre loi parce que justement, on est dans un monde globalisé, mondialisé, on a des échanges économiques avec d'autres pays. Et je pense à nos partenaires principaux qui sont l'Union européenne et les États-Unis. Je parlerai peut-être après par rapport au principe de la data privacy de l'ONU, auquel a adhéré le Maroc certainement. Alors, quelle est la relation que nous avons avec ces pays partenaires en matière de protection des données, en matière aussi de transfert éventuel international des données? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que protéger la donnée, ce n'est pas la garder chez soi. Protéger la donnée à caractère personnel, j'entends. Quand il s'agit de données stratégiques, c'est autre chose. Là, je suis sur les données à caractère personnel.
La donnée stratégique, c'est d'autres institutions comme la DGSSI qui ont un œil là-dessus. Nous, on est sur la donnée à caractère personnel. La protéger, ce n'est pas la garder dans sa poche. Parce que de toutes les manières, on ne peut pas demander à nos partenaires que vous évoquez de nous sous-traiter en offshoring un ensemble d'opérations et leur dire, nous, on prend vos données, mais nous, on ne laisse pas circuler vos données. Donc, c'est la circulation de la donnée, c'est là où elle circule qui est important. C'est-à-dire que vous pouvez collecter la donnée dans un pays, l'envoyer pour être traité d'une certaine manière dans un autre pays, la retravailler ailleurs, etc. Donc c'est cette chaîne de traitement qui est importante. Et il faut qu'à chacun des maillons de la chaîne, nous ayons les dispositifs de protection. C'est-à-dire que si jamais il y a un litige ou si jamais le citoyen en bout de chaîne à qui on a pris les données à caractère personnel remet en cause certaines choses ou proteste ou demande une bonne gestion de ces données, il faudrait que sur tous les maillons de la chaîne, on puisse activer un dispositif légal qui est soit un dispositif marocain, soit un dispositif dans un pays avec lequel on a des conventions qu'il faut et pour lesquels on considère qu'ils ont un niveau de protection suffisant pour pouvoir transférer les données chez eux. Donc c'est ce qu'on appelle les cross-border flux, donc les flux transfrontaliers, qui sont l'enjeu dans tout ce monde-là, parce que c'est un monde ouvert. Le digital a reconfiguré les frontières physiques, et donc on doit pouvoir se mouvoir au sein de ce nouveau monde digitalisé et mondialisé de la façon la meilleure. Et la façon la meilleure, c'est l'ouverture, le partage et, bien sûr, le respect de l'être humain, de sa vie privée et la protection de ses données à caractère personnel. Très bien. Est-ce que je peux me permettre de vous demander, M. Sarroujni, de faire un petit benchmarking de notre loi à nous, ou des deux lois, 0908 et 3113, avec les lois de nos partenaires, le règlement général de protection européen et le Cloud Act des États-Unis. Est-ce qu'on peut faire un petit benchmarking? Est-ce qu'on se rapproche d'eux? Est-ce qu'il y a des choses encore à améliorer chez nous parce que l'Europe a toujours été connue pour être un modèle en matière de protection des données. Ils ont toujours eu de l'avance. Et j'ai cru comprendre que même certains États américains se rapprochent du RGDP. En fait, l'histoire a commencé à des moments différents chez les uns et les autres. Peut-être que l'histoire en Europe a commencé à la fin des années 70, et puis il y a eu un ensemble de dispositifs. En Europe, il y a les lois nationales, puis il y a la directive européenne au milieu des années 90, puis il y a le début des négociations qui ont abouti au RGPD, qui est entré de façon opérationnelle en vigueur le 25 mai 2018. Nous, notre loi, elle a été élaborée adoptée en 2009. Donc, nous sommes avant le RGPD et après la directive européenne, ou bien en France, par exemple, la loi de 1978. Donc, ça ne rime pas à beaucoup de choses que de comparer la loi marocaine au RGPD parce qu'on ne va pas être dans la même synchronicité. On est en 2009 et on est en 2018. Si notre projet de refonte de la loi aboutit et voit le jour en 2023, ça voudra dire quelque chose que de benchmarker la loi prochaine avec le RGPD. Donc ça, c'est déjà, pour faire le benchmarking, il faut voir à quelle date les différents dispositifs ont été élaborés. Ensuite, vous allez avoir deux philosophies majeures. La première philosophie est de dire que la donnée à caractère personnel vous appartient, mais votre simple consentement d'une certaine manière n'est pas suffisant pour la transférer. C'est comme si je vous disais, et c'est l'exemple que je donne souvent dans certaines interventions, votre oreille me plaît, est-ce que vous êtes disposé à me la vendre? Moi, je veux l'acheter. Il se trouve qu'on peut trouver dans certaines situations des gens qui vont dire d'accord, la voici 1000 $, la voici 10 000 $, etc. Est-ce que la société peut tolérer ce genre de choses?
La réponse est non, parce qu'on peut considérer que dans un contexte où le contrat est léonin, c'est-à-dire où il y en a un qui est très fort par rapport à l'autre, la personne qui est dans le besoin ou qui est dans une situation psychologique particulière va donner son oreille, et on ne pourra pas dire qu'on n'a pas à intervenir parce qu'elle est consentante et que le monsieur, les deux parties sont contentes. Donc il y a forcément une force sociale, une loi qui dit voilà ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Donc on va se retrouver dans deux philosophies. Ceux qui disent la donnée du moment qu'elle sert et que tout le monde est content en termes d'individus, il n'y a rien à faire. Et d'autres lois qui disent non, même s'il y a un cadre d'accord commercial entre les deux personnes, il y a un certain nombre de règles à respecter. Et donc l'Europe est dans cette tendance. D'autres ne sont pas forcément aux antipodes, mais sont décalés par rapport à cette tendance. Vous allez avoir des États comme la Californie ou sur certains aspects l'État de New York qui vont être très proches de la vision européenne. Vous allez avoir la vision européenne qui va être critiquée parce qu'elle est considérée comme étant rigide. Ce qu'il faut savoir, c'est que le droit de la protection des données est un droit qui se construit au fur et à mesure et qui se construit à l'international. Et donc, il n'y a pas une vision, il n'y a pas les bons et les autres. Il y a des choses qui se positionnent, il y a des équilibres qui s'installent. Vous parliez de Cloud Act, il défend des intérêts. Le règlement européen défend d'autres intérêts. Nous avons, il faut qu'on arrive à nous insérer là-dedans avec au moins les trois sommets d'un triangle qui sont la protection de l'individu, de sa vie privée et de ses données à caractère personnel, mais aussi la protection et le développement et l'accompagnement de notre économie et sa capacité à s'insérer et à manipuler les données dans un certain cadre. Mais aussi, le troisième sommet, c'est les données de la collectivité, c'est les prérogatives de l'État, c'est ce que d'aucuns peuvent évoquer comme étant des problématiques de souveraineté, mais qu'il ne faut pas aborder avec une vision caduque, conservatrice et ancienne de la souveraineté. Donc il y a plusieurs dimensions, et l'important, c'est que l'on comprenne que ce n'est pas une problématique théorique ou virtuelle, ou bien une problématique technique et marginale, ou bien une problématique de spécialistes. Ça doit être compris et nous essayons d'œuvrer pour faire comprendre la chose comme étant plutôt une problématique de choix sociétal. On nous dit souvent, regardez les Chinois, ils ont fait, mais c'est très bien, mais peut-être qu'on n'a pas envie de vivre comme chez les Chinois. Ou bien regardez, je ne sais pas trop qui ils ont fait comme si. Il faut qu'on arrive à comprendre que de toutes les manières, on réglemente les usages. On ne réglemente pas la technologie. Exact, parce que là, la protection n'a rien à voir avec la technologie. Voilà. Et je comprends de votre discours, M. Sarouni, que le Maroc suit exactement le même processus des autres pays de l'Europe et des États-Unis, qui ont connu quand même une certaine réticence par rapport à cela, parce que le RGDP n'est pas arrivé comme ça. Il y a des gens qui ont vu en cela une restriction des libertés. Moi, j'appelle ça les altermondialistes numériques. Il est interdit d'interdire, etc. J'imagine que même au Maroc, nous avons cet état d'esprit. Et c'est pour cela que vous avez dit que c'est en construction, que le débat continue et que l'échange continue à ce niveau-là. Alors, c'est plutôt au sein du monde économique qu'il peut y avoir un débat. Là, je peux donner, encore une fois, et désolé d'utiliser j'utiliserai assez souvent la métaphore de la voiture. Souvent, on nous dit tel appareil permet de faire telle chose, c'est vraiment efficace, achetons l'appareil. Moi, je dis, c'est comme si on disait qu'en achetant l'appareil, on peut tout faire. Ce n'est pas parce que sur le compteur de votre voiture, il y a 240 km/h que vous êtes autorisé à rouler dans l'avenue
en pleine ville à 240 km. Donc vous devez avoir un permis de conduire, vous devez respecter le code de la route et vous devez apprécier ce qui se passe devant vous et les situations des gens qui ne traversent pas, les chats, les chiens, etc. Donc souvent on nous dit, écoutez, la caméra ici, comme celle que j'ai vue en entrant dans votre bâtiment, elle permet de faire ceci et cela et on oublie tout le reste. Mais il faut qu'on se pose des questions. Il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que par exemple, cette caméra, je vais garder les enregistrements à vie? Et à quoi ça me sert? Est-ce que pour des raisons de respect de la vie privée, je ne vais pas considérer qu'après un certain temps, je dois détruire le film? Et est-ce que je le fais? Et est-ce que c'est proportionné? Parfois, on nous dit, regardez, pour pouvoir prendre la température à l'entrée d'un bâtiment après la crise après la pandémie, pour voir si la personne a de la température ou pas, je vais acheter un gros mastodonte, une grosse caméra qui va me permettre d'identifier en reconnaissance faciale le front et de mesurer la température. Est-ce que c'est proportionné? Parce que chaque action va avoir un risque sur la vie privée. Le risque zéro n'existe pas. Donc ce n'est pas la peine de se le mettre dans la tête, il n'existe pas. On peut accepter, selon les contextes, 5%, 10%, 12% de risque à voir. Le niveau de risque que l'on va accepter en cas de pandémie n'est pas le même niveau de risque que l'on acceptait avant, parce qu'on a d'autres critères à gérer. On a la santé collective, on a le maintien de la vie économique. Et donc on a d'autres critères à gérer. Et donc il faut qu'on s'extirpe de cette façon de raisonner en monocritère. Il y a plusieurs critères. Il faut toujours passer son temps à chercher les bons compromis. Mais ces bons compromis doivent répondre à une philosophie, un ensemble de valeurs, un ensemble de principes. Ce n'est pas des compromis que l'on doit gérer à froid. Ils répondent à ce que la société attend comme mécanisme de fonctionnement. Donc je comprends de votre discours, M. Journet, qu'il y a encore de la sensibilisation à faire, il y a encore de l'information. Et dans ce domaine, j'ai envie de vous poser la question, quel est le circuit de sensibilisation que vous avez pour justement que les organisations publiques, privées et les individus, les usagers, et tous ceux qui traitent de la donnée personnelle, quel est votre circuit de communication? Est-ce qu'il y a des campagnes périodiques, continues? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors nous, on fait feu de tout bout. Même quand on reçoit un visiteur et qu'il nous pose une problématique, on essaie de passer avec lui du temps pour expliquer les choses, pour expliquer le contexte. On a des conférences, on a des événements qu'on organise, on a la presse, on est chez vous aujourd'hui. Tout cela est perçu ou est projeté dans une action de sensibilisation pour parler aux gens, pour expliquer, pour également écouter les critiques, parce que les critiques nous aident à beaucoup avancer, nous apprennent à essayer de prendre du recul sur les problématiques et à soit aménager ou faire bouger nos lignes, soit à convaincre les autres. Très bien. Et j'avais une question, Monsieur Sarojny, par rapport à la Covid-19. La Covid-19 a impliqué certains usages, le travail à domicile, l'explosion du commerce électronique, etc. Est-ce que vous avez profité de la période de la pandémie pour justement sensibiliser les gens à cette problématique de protection des données à caractère personnel? Alors, plus que sensibiliser, à beaucoup travaillé. Nous avons beaucoup travaillé. Les équipes à la CNDP étaient en télétravail et ils me le disent encore tous les jours, ils n'ont quasiment jamais autant travaillé que pendant la pandémie, pendant le confinement. Pourquoi? Parce qu'il y avait différents objectifs à atteindre. D'abord, il fallait que la protection des données continue à exister en tant que telle. Nous, on a considéré, quels que soient les niveaux d'exception ou autres, le niveau le plus haut est celui considéré dans la Constitution et il stipule que dans ce type de situation, les libertés et les droits fondamentaux
reste d'actualité. Donc ça, on n'a pas eu beaucoup de travail à faire. Les uns et les autres ont compris très vite qu'on pouvait continuer à travailler dans le cadre du respect de la loi, que ce n'était pas une loi qui allait être suspendue pendant la pandémie. Ensuite, excusez-moi, ensuite, il a fallu que nous, on se plie à l'urgence. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, en termes de délai, notamment par rapport à certains traitements qui étaient importants, instruire les dossiers dans le contexte de ce que nous donnait la loi. Pour certains traitements, la loi nous donne 2 mois plus 2 mois en termes de traitement. Quand il fallait travailler au niveau, vous vous rappelez, quand il devait y avoir un versement forfaitaire organisé par la CNSS à la fin du mois de mars ou d'avril pour un ensemble de citoyens, de bénéficiaires, ce travail-là, on y a travaillé jour et nuit avec les concernés et l'autorisation est sortie en moins de 2 jours. Donc il a fallu, pour respecter le fait que même en période de pandémie, les gens viennent nous voir pour les autorisations, il a fallu qu'on se démène pour honorer le retour qu'ils attendent au plus vite et rester dans l'opérationnel. Je disais à ce moment-là que par le passé, il fallait qu'on inscrive le temps de la conformité dans le temps économique. Il n'est pas possible de maintenir les gens en attente. Et par la suite, il a fallu inscrire le temps de la conformité dans le temps de l'urgence, parce qu'il fallait faire les choses vite. Et donc ça, c'est un chantier majeur sur lequel nous travaillons encore, parce que nous n'avons pas encore le respect des délais que l'on souhaite, et nous sommes en train de travailler sur nos méthodologies, sur nos formations, mais aussi de demander les moyens nécessaires pour qu'on puisse atteindre cet objectif nécessaire. D'accord. Parce qu'au fait, les usagers, on a l'impression que les usagers n'ont pas encore saisi l'importance des données à caractère personnel et ils ne savent pas, certains ne savent pas la signification du logo de la commission en bas d'un site web ou d'une newsletter qu'ils reçoivent. Monsieur Sarouchni, que cela signifie-t-il quand on reçoit un mail ou une newsletter, un document avec votre logo en bas? Qu'est-ce que ça engage? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les usagers commencent à comprendre de plus en plus ce qui se passe. Alors, que signifie le logo? Le logo signifie tout simplement que le site web qui se présente à vous a fait une déclaration auprès de la CNDP. Il est conforme à la loi. Il a fait une déclaration au niveau de la CNDP, ça va dépendre, il y a 2 cas. A fait une déclaration au niveau de la CNDP et que c'est une déclaration qui porte un numéro et que le citoyen peut vérifier auprès de la CNDP. Il est conforme à la loi, ça dépend, parce que nous avons 2 régimes au Maroc. Nous avons le régime de la déclaration et celui de la demande d'autorisation préalable. La déclaration, c'est un enregistrement qui se fait au niveau de la CNDP avec un engagement du responsable de traitement de respecter la loi. On saura s'il respecte la loi si on fait un contrôle et qu'on vérifie qu'il respecte la loi. La demande d'autorisation préalable nécessite que le responsable de traitement attende la décision de la commission avant la mise en œuvre de son traitement. Et là aussi, il y a... Donc, ce qu'il faut intégrer, c'est qu'il y a différents niveaux de conformité. Il y a ceux qui ne vont rien faire, et donc ceux-là, ils ne respectent pas la loi. Mais il y a ceux qui ont fait, mais que peut-être, avec l'usage, il y a eu quelques glissements, et que ce qu'ils ont annoncé au début n'est plus respecté à l'instant T, à ce moment-là. Et donc, c'est comme si je vous disais, il y a ceux qui conduisent la voiture sans permis, ils ne respectent pas la loi, et il y a ceux qui ont le permis, mais qui vont rouler sur la ligne jaune.
ils ne respectent pas la loi non plus, mais ils ont le permis. C'est mieux que conduire sans permis, mais c'est du même... Et est-ce que vous avez, M. Serrousny, est-ce que vous avez des chiffres par rapport aux organisations, aux entreprises qui sont en conformité? Est-ce qu'on a des statistiques? Bien sûr on a des statistiques, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une organisation qui est conforme, ce n'est pas une banque qui est conforme, c'est un traitement qui est conforme ou pas. C'est-à-dire, je prends l'opinion des jeunes, il y a un bâtiment, dans ce bâtiment, il y a peut-être des caméras de contrôle d'accès, il y a des collaborateurs salariés, donc il y a le traitement de leurs fiches de paie, toute la gestion RH, il y a un site web, vous avez des fournisseurs et il y aura une gestion des fournisseurs avec des données à caractère personnel, des applications métiers qui vous permettent de suivre telle ou telle chose, un système de gouvernance. Ben, peut-être que vous avez déclaré la prise de température à l'entrée du bâtiment et vous n'avez pas déclaré tout le reste. Donc c'est le traitement de façon granulaire qui est considéré comme étant déclaré conformément à la loi, mais ce n'est pas un label au niveau de l'institution ou de l'entreprise ou de l'administration. Alors, et quelle est votre démarche justement pour sensibiliser ces organisations par rapport à ces traitements? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ce sont les entreprises? Parce que je sais que chaque jour ou chaque semaine, il y a des informations de signature de conventions entre la Commission et des entreprises publiques, voire privées. Quelle est la démarche justement pour être en conformité? Alors, on peut dire qu'il y a avant et après la pandémie. Avant la pandémie, on était plutôt dans la logique de nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, nous recevions des notifications que l'on traitait et on pouvait faire des contrôles parce qu'on a aussi un service de gestion des plaintes. Et dans le cas de la réception de certaines plaintes, on peut enclencher du contrôle comme on peut enclencher du contrôle sans forcément recevoir une plainte. Et donc, le contrôle permettait de pousser les uns et les autres à se mettre en conformité. C'était un peu le côté dissuasif à ce niveau-là. Après, il faut voir que nous avons la possibilité de faire saisir du matériel, de faire des condamnations en termes pécuniaires ou autres, et que l'on transfère nos dossiers au ministère public. Donc il y a aussi ce travail avec la justice d'encadrement des usages autour de la protection des données à caractère personnel. Ce qu'on a appris pendant la pandémie, c'est que ça va très vite. Et ça va tellement vite qu'on ne peut pas attendre que les gens viennent vers nous, parce que souvent c'est trop tard. Ils ont peut-être déjà investi, ils ont fait l'erreur d'investir sans se renseigner sur ce qui est possible ou pas. Mais ils ont investi, ils ont posé de l'argent. Donc il faut qu'on prenne ça en considération. On ne va pas leur dire à chaque fois faites marche arrière. Donc on a décidé, nous, d'aller vers les gens en plus de ce que nous donne la loi. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place ces programmes Data Tira en juillet 2020. Data comme data et Tira comme la confiance en arabe, où l'on essaie d'engager avec de grandes institutions, parce qu'on considère que les grandes institutions vont être locomotives de la société par rapport à ces choses-là, des travaux sur 3 volets. Le volet 1, c'est la conformité telle que prévue par la loi. Le volet 2, c'est de leur dire, c'est ce qu'on a appelé chez nous l'inversion du paradigme, c'est on oublie la loi. Dites-nous ce que vous avez envie de faire. Et au lieu de vous auto-censurer et de dire ça on peut pas, ça on ne va pas le faire, ça, prenez votre liberté de la façon la plus totale. Et nous allons travailler avec vous pour voir comment vous accompagner. Soit il faut un complément, et je vais vous donner des exemples, soit il faut un complément et on fait une délibération si c'est dans le cadre de nos prérogatives, soit on trouve une solution, soit on l'inscrit pour une prochaine refonte de la loi.
D'accord? Et je peux vous donner des exemples. Au moment de la pandémie, le télétravail s'est imposé. Je prends les call centers par exemple. Les call centers, vous avez la notion de zéro papier. Parce que quand vous recevez un appel d'une dame ou d'un monsieur qui veut utiliser sa carte bancaire pour payer une marchandise, vous ne devez pas, en tant que call center, avoir la possibilité de noter le numéro de la carte bancaire ou bien l'enregistrer avec votre téléphone. Donc en fait, les gens qui travaillent sont dans des espaces où il n'y a aucun papier, ils travaillent et il y a un superviseur qui regarde chaque 12-15 personnes, j'en sais rien, un certain nombre de personnes raisonnables, pour s'assurer que le zéro papier est respecté pour comment dirais-je, garantir la confidentialité des informations manipulées. Arrive la pandémie. Les gens sont mis en télétravail. Et là, c'est assez marrant parce qu'il se pose des problématiques auxquelles on n'aurait pas pensé. Ne serait-ce que pour livrer un ordinateur à un collaborateur chez lui, comment manipuler les données à caractère personnel qui le concernent. Est-ce qu'il faut donner au livreur le téléphone pour que le livreur appelle en arrivant? Des petites choses qui semblent très anodines mais qui posent une problématique. En tout cas, à un moment donné, on a commencé à voir dans les réseaux sociaux des choses du genre ils sont en train d'imposer aux gens de mettre des caméras sur l'ordinateur chez eux, où est la protection de la vie privée, etc. Ben là, on a été très pragmatique. Moi, j'ai personnellement contacté une des personnes qui s'expliquait sur le web. Je lui dis, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Comment vous voulez qu'on fasse? Il me dit, moi, ma soeur, elle travaille dans un call center. Sa voisine dans l'immeuble lui a proposé un ordinateur parce qu'elle n'avait pas d'ordinateur. Elle est partie chez elle et l'employeur demande de mettre une caméra et la voisine lui dit, moi, j'y suis pour rien, moi. Moi, j'ai voulu aider et vous me mettez une caméra à la maison. Donc, je suis entré en discussion avec lui, je dis, comment voulez-vous? Vous avez raison sur ce point-là, vous avez raison, il n'y a pas de débat, mais le sujet n'est pas là. Le sujet est que si on n'autorise pas ça, la société de call center va perdre son contrat. Et si elle perd son contrat, votre sœur va perdre son job. Et si, en perdant son contrat, le donneur d'ordre européen, par exemple, va ramener la prestation de call center en Europe. Et s'il s'installe, à l'époque, on ne savait pas du tout comment ça allait évoluer, cette histoire de pandémie. S'il s'installe là-bas, peut-être que il ne reviendra jamais au Maroc et l'économie marocaine va perdre. Comment on fait? Donc il faut que chacun donne un peu du sien. Voilà, un peu de flexibilité. C'est là où je disais que c'est des compromis en négociation permanente. On ne peut pas être figé en disant c'est comme ça. C'est une négociation permanente, avec des invariants. Quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un parce qu'il ne vous a pas respecté, l'invariant, c'est que vous ne sortez pas votre pistolet pour lui tirer dessus. Donc, il y a des invariants, il y a un cadrage. Et on a plein d'exemples comme ça, très opérationnels sur le sujet. Est-ce que ça implique, M. Serroni, qu'il y a peut-être une mise à jour de la loi qui est prévue? Parce que je sais que vous avez rencontré le chef du gouvernement en mars. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour mettre à jour la loi? Oui, c'est prévu. Ce n'est pas forcément lié à l'audience qu'a bien voulu m'accorder le chef de gouvernement. C'est lié aussi à notre retour d'expérience et à l'évolution des dispositifs internationaux, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Le Maroc a ratifié en 2019 la Convention 108. Le Conseil des ministres et puis les différentes chambres ont validé la Convention 108, qui est une version modernisée. Donc on s'apprête à la ratifier et parmi les choses sur lesquelles on s'est engagé, c'est mettre à niveau nos dispositifs de protection pour être conformes à cette adhésion à la Convention 108. Et donc il y a cet alignement aux standards internationaux qui va nous permettre de fluidifier le business et les échanges, mais aussi notre retour d'expérience sur un ensemble de choses. Mais quand on dit ça, ça ne veut pas dire que la loi courante est à jeter à la poubelle
elle est suffisamment riche pour faire plein de choses. Sauf qu'on va clarifier certains concepts, certains mécanismes pour pouvoir être plus efficace. Est-ce qu'on pourrait imaginer plus tard, César Rochny, cette demande qui est imposée par le RGDP, des cookies, l'acceptation, le refus sur les sites marocains? Est-ce que c'est quelque chose... Parce qu'actuellement, il n'existe pas, me semble-t-il. Oui, mais aujourd'hui, lorsqu'on travaille avec un fournisseur de site web, on lui demande de mettre en place là. Donc la question aujourd'hui, nous sommes en train de faire un scan de plusieurs, enfin de quelques, des sites web majeurs. Nous récoltons les plaintes, nous corrigeons. Nous sommes en train, par exemple, c'est une de nos actions en cours, c'est veiller à ce que les sites web marocains soient les plus conformes. On a trouvé parfois ça nous a été signalé. Il y a des sites web qui sont allés aspirer des sites concurrents et qui ont même récupéré leur numéro d'autorisation et qui l'ont mis sur leur site web. Ça nous a été signalé, nous avons engagé des actions par rapport à cela. Donc c'est quelque chose qui est en train de bouger. Et ça n'attendra pas, on n'est pas obligé d'attendre la nouvelle loi pour faire ça. C'est en cours. Très bien. Monsieur, je voudrais qu'on parle à présent d'une petite révolution numérique. Vous n'oubliez pas le droit d'accès à l'information. Oui. Non, mais c'est à vous de le mentionner. Moi, non, moi, je réponds à vos questions. La prochaine question est, comme je dis, par rapport à la petite révolution que connaît le Maroc, qui est le tiers de confiance nationale. Et je sais que vous avez signé une convention dernièrement avec la DGSN pour l'accès aux fonctionnalités techniques de la carte nationale d'identité électronique. Je voulais savoir, dans ce processus de mise en place de ce tiers de confiance nationale, qui est très important pour le développement économique et pour le positionnement du Maroc à l'échelle internationale, quel rôle vous avez joué et quel rôle vous allez jouer dans le futur pour assurer l'intégrité de ce tiers de confiance national? Alors, faut voir comment nous, on l'a vécu. D'abord, comment on a vécu la situation. En fait, on s'est retrouvé pendant la pandémie, justement, un peu avant légèrement, mais pendant la pandémie, la pression a été très forte, avec beaucoup d'acteurs, des banques, des caisses de retraite, des assurances, des providers de services, qui voulaient installer leur base biométrique avec reconnaissance faciale pour faciliter un certain nombre d'actions. Notamment les banques, par exemple, certaines voulaient avoir des capacités d'ouvrir des comptes à distance et avaient besoin ou voulaient mettre en place ce genre de mécanisme. Et donc, dans ce contexte, nous avons travaillé avec la Banque du Maroc. Chaque fois, on essaye, lorsqu'on appréhende un secteur particulier, de travailler avec le régulateur du domaine pour trouver une solution. Et nous avons délibéré sur un ensemble de choses. Et cette délibération est sortie le même jour que la circulaire de la Banque du Maroc à l'adresse des banques. Qu'était l'esprit de cette délibération? L'esprit de cette délibération, c'est de dire, si on autorise chaque provider, si on autorise à créer une base biométrique, d'abord, ça n'a pas une valeur probante. Il y a une seule entité au Maroc qui, de façon régalienne, est habilitée à gérer l'identité des gens, c'est la DGSN. Exact. Ensuite, cela va multiplier les bases biométriques tout azimut. Ouais. Et donc là, on n'est pas vraiment dans une logique de protection de la vie privée. Donc ce qu'on a préconisé, c'est de considérer, parce que si on considère la protection des données au niveau de chacun des traitements, ce n'est pas possible. Il faut qu'on envisage la conception d'une architecture à plus haut niveau, à un niveau macro, qui permet de gérer cette problématique. Et donc on a préconisé la mise en place d'un tiers de confiance national par rapport à l'authentification. De la même manière qu'aujourd'hui, quand vous allez au restaurant et que vous voulez régler votre repas
avec une Visa Card ou une Mastercard, il y a certaines conditions qui sont respectées. Le restaurant, il sait que vous avez pris une salade, une purée et un Coca-Cola. Mais Mastercard ne le sait pas. Elle sait que vous avez une facture de 190 dirhams. Mais elle ne connaît pas l'état de votre compte. Elle ne sait pas si vous êtes débiteur ou créditeur. Mais la banque dit à Mastercard, je vous cautionne cette transaction, il peut acheter pour 180 dirhams. Donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une architecture qui fait que mes informations de caution bancaire, elles ne sont pas partout. Ce n'est pas chaque restaurant qui a mis sa petite base pour savoir. Elles sont chez Mastercard. Et les données, les informations d'authentification ne sont pas mises au même endroit que les données d'usage. La banque, par exemple, elle ne sait pas si je suis végétarien. Et pourtant, elle sait que j'ai mangé, j'ai dîné ou déjeuné chez tel restaurant. Donc, on ne met pas au même endroit, en termes d'architecture macro, toutes les données de façon stockée, parce que ça peut créer des choses différentes. D'accord ? Maintenant, s'il existe une loi qui autorise l'interconnexion de ces données, ben, la loi est au-dessus de tout. D'accord ? Si les représentants, les élus ont considéré que prendre votre température et la mixer avec la pointure de vos chaussures, c'est une chose importante, ben, c'est la loi, on respecte la loi. On peut débattre avant la loi de est-ce que c'est normal, pas normal, etc. Mais une fois que la loi est votée, c'est la loi. Exact. Et donc, pour terminer sur le tiers de confiance nationale, nous, on l'a vécu comme ça. En le vivant comme ça, on a vu qu'il y avait des travaux qui étaient entamés depuis bien avant, au niveau de la DGSN et de la carte nationale, et on a compris, en échangeant avec la DGSN, que cette nouvelle mouture de la carte pouvait répondre, pouvait être programmée d'une manière fermée, mais pouvait être également programmée d'une manière ouverte. Et on a travaillé pendant quelques mois avec les banques, avec la Banque centrale, pour voir si cette idée, c'était une lubie théorique sur PowerPoint ou sur Word, ou si ça pouvait avoir un sens pratique. Et ce POC, ce Proof of Concept, qui a duré plusieurs mois entre les différents acteurs, a permis de faire émerger une solution intéressante et estimée comme étant responsable. Et donc je pense que l'actualité montrera que c'est quelque chose qui est en train d'avancer de façon formalisée. Et nous, la convention qu'on a signée avec la DGSN, c'est juste une... Et la DGSN nous a fait l'honneur et le plaisir de faire en sorte que nous soyons la première institution publique à signer sur ce dossier, montre que nous-mêmes, en tant que commission, pour nos besoins propres, on a accès à cette fonctionnalité. Parce que nous sommes en train de nous recentrer sur le métier. Lorsqu'on reçoit une authentification, nous, notre métier, ce n'est pas de récupérer les cartes nationales ou les photocopies des cartes nationales. Notre métier, ce n'est pas de récupérer les modèles J des entreprises et de les archiver. Ce n'est pas ça notre métier. Notre métier, c'est de voir quelle est l'adéquation entre la collecte opérée et le respect d'un ensemble de choses. Et donc, ce n'est pas la peine à nous, c'est pas à nous de faire un référentiel entreprise. Autant avoir une convention avec l'OMPIC et puiser dans le référentiel entreprise de l'OMPIC. Ce n'est pas à nous de stocker les données d'identification des gens. Autant avoir une convention avec la DGSN et que chacun fasse son métier et que nous, on puisse focaliser nos énergies sur ce qui est notre périmètre. Exact. Alors, à présent, M. Sarouni, j'ai envie d'aborder un autre sujet qui est les crypto-monnaies. Banque Maghreb a fait une sortie médiatique dernièrement pour dire qu'il va y avoir une loi d'ici la fin de l'année
par rapport à cela. Comment justement, et qui dit crypto-monnaie, dit traitement dans les transactions, traitement de la donnée personnelle. Est-ce que vous avez été approché par Banque Est-ce que vous avez un rôle aussi dans ce domaine et où on en est justement cette collaboration éventuellement avec Banque Marley? Banque Marley, la Banque centrale, est une des premières institutions à avoir signé une convention avec la CNDP en 2013, je pense. Je ne mettrai pas ma main au feu, mais ça doit être dans ces eaux-là. D'accord. Et donc nous avons une excellente relation avec la Banque du Maroc à tous les niveaux, ce qui nous permet d'échanger et de nous consulter chaque fois que nécessaire. Chaque fois que nécessaire. Et par rapport à ces différents sujets de crypto-monnaie, de blockchain, de paiement mobile, de tout ça, nous avons des échanges et nous sommes en train de formaliser une collaboration plus rapprochée. Maintenant, de façon ponctuelle, chaque fois qu'il y a eu une loi où Banque Marley était impliquée ou avec le ministère ou les directions concernées au ministère des Finances, etc., nous avons travaillé sur ces lois et nous avons donné notre avis. Donc je n'ai aucun doute que la concertation se fera sur ce sujet-là. L'autre sujet aussi, c'est le chantier, le grand chantier qui va transformer le Maroc et la régionalisation avancée. Comment se fera justement cette gestion ou ce contrôle de la protection des données personnelles entre les systèmes centraux, les systèmes régionaux? Est-ce qu'il va y avoir des commissions régionales? Comment cela va se passer justement pour assurer cela? Alors, à ce niveau-là, ce qu'il faut considérer, c'est que la loi, c'est une loi pour tout le territoire, pour toutes les régions. Nous recevons des notifications d'entités qui sont dans des régions diverses et variées. La question qui se pose, c'est est-ce que la densité de ces notifications est suffisante? La réponse est clairement aujourd'hui non, donc c'est un travail à faire. Lorsque nous nous approchons de ce que j'appelle des systèmes nerveux, c'est quoi un système nerveux pour nous? C'est, si je prends l'éducation nationale, il y a le ministère, et puis il y a les différentes académies, les écoles, il y a tout un système sur tout le territoire. Et donc, lorsque je prends le ministère de la Santé, idem. Lorsque je prends les collectivités territoriales avec une vision centralisée au niveau de la direction générale des collectivités territoriales, idem. Donc en fait, nous essayons de travailler avec, lorsqu'on va considérer le monde de la justice, avec ses trois composantes, le ministère de la Justice, le ministère public, le Conseil supérieur, etc., il y a les tribunaux. Et donc c'est un système nerveux sur le plan territorial. Donc nous essayons de travailler avec chacun de ces écosystèmes, et c'est pour ça qu'on a délibéré en décembre 2020 pour faire émerger cette notion d'écosystème, pour pouvoir impacter la dimension régionale au mieux et de la façon la plus cohérente. Donc pour nous, c'est un travail qui est déjà en cours et que nous continuerons. Son efficacité se mesurera à l'aune des moyens que nous pourrons mobiliser. D'accord. Je reviens à cette journée, je vous ai posé la question sur le droit d'accès à l'information tout à fait au début. Pouvez-vous nous parler de la loi 3113 où cela en est? Est-ce que c'est rentré dans les mœurs? L'accès à l'information, est-ce que là aussi, il y a encore matière à sensibiliser, à informer, ou est-ce que les organisations ouvrent leurs portes justement à cet aspect d'accès à l'information? Alors, nous avons la difficulté, aussi bien pour la loi 09-08 que pour la loi 3113, d'être sur des systèmes de valeurs nouveaux. Donc forcément, on passe par des périodes de déprime où personne ne comprend pourquoi, comment, etc. Et il faut prendre son mal en patience et continuer à parler, sensibiliser, malgré quelques portes fermées qui ne pourront pas rester fermées longtemps. Donc, pour le droit d'accès à l'information, l'article 2 de la loi 3113 définit son périmètre. Il concerne la Chambre des représentants, la Chambre des conseillers,
les collectivités territoriales, les tribunaux, les administrations, donc l'ensemble des ministères et organismes gouvernementaux, les organisations constitutionnelles, les régies et tout ce qui peut concerner de près ou de loin la gestion de la chose publique. Il nous est arrivé de frapper à la porte d'institutions qui nous disent non, on n'est pas concerné par la loi. On leur dit, mais pourtant, vous avez de l'argent public, non, on n'est pas concerné. Mais comment pas concerné par la loi? Est-ce que la Cour des comptes vient chez vous? Ils nous disent oui, donc vous êtes concerné par la loi. À quoi sert cette loi? Elle sert à rendre accessible toute information permettant la gestion de la chose publique. Donc c'est un élément de transparence. Bien sûr, en respectant certaines exceptions qui sont tout à fait normales. Le respect de la vie privée, si c'est une information stratégique dans la politique de l'État, si c'est une information liée à la propriété industrielle, on ne va pas divulguer naïvement un procédé de fabrication industrielle pour que monsieur le grand concurrent puisse y accéder. Donc il y a un ensemble de règles qui sont très logiques et très simples qu'il faut respecter tout en assurant cette ouverture. Et là, vous avez différents types de choix dans le monde. Il y a des pays qui ont choisi le fait de mettre deux commissions séparées. Des pays qui les ont fusionnées complètement. Des pays comme le Maroc qui ont créé deux commissions avec le même président et le même staff administratif. Ce qui permet de gérer la balance entre les deux systèmes de valeurs au moindre frais et sans bureaucratie. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de succès par rapport à ce que vous entamez. Monsieur Saroujni, si vous permettez, est-ce qu'il vous est possible de nous parler des conventions et des protocoles d'accord que vous signez? Vous en signez beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-uns de ces protocoles? Et justement, le dernier, excusez-moi, celui de la protection de la donnée génomique, qui est justement dans un processus de concertation. Et pouvez-vous nous en dire un peu plus et peut-être parler aussi des protocoles d'accord d'Atatürk que vous avez signés dernièrement? Alors, d'abord, je vous remercie de me poser cette question parce qu'elle va me permettre de lever certaines ambiguïtés. En fait, on n'est pas dans la frénésie de la signature de conventions, prise de photos, communiqué de la map et on oublie, on passe à autre chose. En fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les partenaires avec qui on a signé, pour l'essentiel, travaillent de façon hebdomadaire avec la CNDP. Parce que, ne serait-ce que pour établir ou définir une réunion, c'est très compliqué si on ne définit pas un programme, une planification préalable. Parce que chacun, les uns et les autres, ont leurs engagements et il va être difficile de se réunir de réunir l'équipe nécessaire à moins de 3 mois, 4 mois, 5 mois et on est à la merci à tout moment d'un report. Donc ce qu'on a mis en place comme méthodologie, si je prends le ministère de la Justice par exemple, c'est qu'il y a une demi-journée par semaine que la CNDP réserve au ministère de la Justice et que le ministère de la Justice réserve à la CNDP. Et bien sûr, c'est la même demi-journée. D'accord ? Cette demi-journée fait que les équipes se réunissent en présentiel ou en distanciel, en visio, et travaillent les sujets qui les importent. Bien sûr, on est des êtres humains et il peut y avoir une contrainte de force majeure qui fait qu'une réunion est reportée. Et c'est marginal par rapport à l'ensemble des réunions. Et ça nous permet, nous aussi, de dimensionner nos équipes. Parce que si on remplit 10 demi-journées dans la semaine, on sait que si on a besoin de signer avec un autre partenaire, il faut qu'on trouve d'autres ressources. Et ça nous permet de dimensionner, de faire une relation entre les moyens dont on a besoin avec le résultat qui doit impacter la conformité sur le terrain. Donc ça, c'est des mécanismes d'organisation qui nous permettent de nous prémunir contre cette tendance à signer pour signer. On signe pour travailler. Et comme j'ai exprimé pas plus tard que ces derniers jours, aussi bien à nos équipes qu'à un de nos partenaires, c'est qu'une convention d'Atatürk, sa partie conformité, elle est appelée pour se finir.
Elle n'est pas appelée pour se prolonger. Parce que nous, notre objectif, c'est prendre le petit oiseau et lui donner son envol. Exact. Donc si notre partenaire se met en conformité sur les traitements essentiels, il va rejoindre le fonctionnement normal de la conformité en rapport avec l'autorité. Là où on va vouloir garder le partenaire plus longtemps, c'est sur le deuxième volet, celui que je vous évoquais tout à l'heure, l'inversion du paradigme. La capacité de réfléchir en amont sur des sujets. La smart agriculture, la télémédecine, l'enseignement à distance. L'enseignement à distance reconfigure complètement un certain nombre de choses. Auparavant, l'instituteur, l'enseignant, le professeur était maître dans son espace, dans l'amphithéâtre, dans la classe. Aujourd'hui, derrière l'écran, il y a le papa, il y a la maman, il y a l'ami. Il n'a pas dû dire ça, il fallait qu'il dise ça, pourquoi il a répondu comme ça, etc. Ça reconfigure complètement la classe. Et donc ça nécessite un ensemble de nouvelles règles, au moins déontologiques, pour respecter la vie privée des uns et des autres. Celle des étudiants, des élèves, mais aussi celle de l'enseignant. Il ne faut pas qu'il soit photoshopé, pris en photo, photoshopé et diffusé sur les sites, sur les réseaux sociaux. Donc il y a un ensemble de règles d'accompagnement à faire, d'enseignement, de sensibilisation à faire, et des règles d'usage nouvelles. Très bien. Si Sarochni, j'ai trouvé un plaidoyer de votre part sur un document que vous éditez, et je voudrais le lire et je voudrais que vous le commentiez parce que il est intéressant. Je l'ai trouvé intéressant et je pense qu'il faut que nos téléspectateurs prennent conscience de l'esprit dans lequel est la Commission pour justement renforcer la sensibilisation des uns et des autres. Là, ce sont vos dires. La protection des données à caractère personnel, une contribution marocaine à l'universel. La légitimité de la protection des données à caractère personnel est dans nos traditions, dans nos exigences sociétales et économiques. Elle est aussi dans nos engagements internationaux et dans notre contribution à l'universel et à ses standards. La protection des données à caractère personnel n'est pas la cerise sur le gâteau du digital. Elle est constitutive de celui-ci. Elle doit permettre d'éviter l'intoxication à force de solutions techniques simplement amoncelées et non construites dans le cadre d'un projet de société harmonieux. L'imposant exposé du docteur Ahmed Abadi, un grand érudit au Maroc, effectué dans le contexte de la célébration au Maroc de la Journée internationale de la protection des données, le 28 janvier 2018 à Fès, a traité le thème de la protection des données à caractère personnel dans le référentiel moral du Royaume du Maroc. Le respect de la vie privée est inscrit dans nos traditions et dans nos gènes culturels. Notre présent et notre avenir sont, comme d'autres domaines également, en cohérence avec notre histoire. La protection des données à caractère personnel ainsi que le respect de la vie privée, consacré par l'article 24, vous l'avez dit tout à l'heure, de la Constitution, ne sont pas, comme il arrive à certains de l'évoquer, des valeurs modernes, donc importées. Donc on risque d'inadéquation. La protection des données à caractère personnel, le respect de la vie privée, la confiance numérique et autres sont quelques éléments stabilisateurs des nouvelles gouvernances, en particulier celles induites par les phénomènes exponentiels, au-delà de la simple, très galvaudée disruption. Et j'en passe. Notre pays a fait, sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, des choix clairs, à chacun de travailler pour les décliner avec calme et sérénité, selon son périmètre de responsabilité, dans la vie de tous les jours, loin des fake news et loin de tout pessimisme. Je ne sais pas où vous êtes allé chercher ça, j'essaie de me rappeler quand j'ai écrit ça. Alors ça, c'est un bulletin que vous avez édité. Et oui, le bulletin de la confiance numérique en 2020. Exactement. Et je trouvais ça, ce plaidoyer très important à partager avec nos téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire là-dedans? Parfois, on entend certains dire ce truc-là, ça vient d'ailleurs. On n'en a pas besoin, ce n'est pas notre priorité. Et puis, c'est pas notre culture. Pas... Voilà. Nous, ce qu'on dit, et Si Ahmed Abadi avait fait une intervention mémorable, c'était en 2019 à Fès. Je peux vous raconter cette anecdote.
quand Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, m'avait fait l'honneur de me recevoir pour la nomination le 17 novembre 2018, j'ai retenu deux consignes majeures. La première, alignement aux standards internationaux. La deuxième, positionnement territorial. Tous les Marocains, où qu'ils soient, doivent avoir le même niveau de protection et le même niveau d'obligation. Et donc on travaille sur ces deux opérations. Je vais vous dire ce qui est fait au niveau international, tout en commentant le texte. Et je vais vous dire ce qui est fait au niveau régional, tout en commentant le texte. Donc, une chose qu'on avait voulu traduire, et je parlais de cet exposé de Cheikh Ahmed Abadi, c'est de dire, mais dans la société marocaine, dans la société arabe, musulmane, arabo-berbère, tout ce qu'on veut, dans notre société, la vie privée est une chose sacrée. On ne rentre pas chez les gens n'importe comment. On ne rentre pas dans les maisons sans qu'il y ait telle ou telle personne. On est censé ne pas répandre des mauvaises informations sur les gens, de respecter leur vie privée, etc. Donc, quelque part, nous avons un espèce de corpus, ce que le professeur Abadi a nommé référentiel moral, et de l'autre, il y a une évolution technologique avec le digital qui est en train de pénétrer dans notre société, et notre société va être et sera et est digitale. Donc le croisement de ces deux choses font que le respect de la vie privée dans le monde digital devient naturel. C'est-à-dire qu'il faut protéger les données, mais en fait la protection des données c'est un concept des années 80. C'est parce qu'à l'époque, pendant les années 80, quand les premières lois ont été mises en place, à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui le digital, ce qu'on appelait à un moment donné l'informatique, c'était des fichiers plats et des bases de données. Donc il fallait protéger. Aujourd'hui, protéger les données à caractère personnel, ça fait partie des évolutions que nous sommes en train de préparer. L'enjeu, c'est protéger le citoyen au sein de l'écosystème numérique. Quand aujourd'hui vous avez un jeune qui manipule des réseaux sociaux avec des phrases limitées en nombre de lettres, 160 ou 180, on n'est pas en train de l'aider à apprendre, à rédiger, à faire des synthèses, à analyser. L'orthographe est complètement escamotée, la grammaire encore plus. Et on sait bien que si un jeune n'est pas formé à bien écrire, il ne saura pas bien analyser demain. Donc on n'est pas forcément en train de former des citoyens du numérique, nous sommes en train de former des consommateurs du numérique. Et donc la protection, il y a beaucoup d'exemples. Quand on prend Wikipédia, Wikipédia ce n'est pas l'encyclopédie de mon enfance, ce n'est pas le savoir, ce n'est pas l'expertise. C'est l'information communément partagée, qui peut être fausse. Donc quand un élève ou un étudiant dit à son enseignant « vous racontez n'importe quoi, voilà ce que j'ai trouvé dans Wikipédia », on est en train de déstabiliser le mécanisme, le rapport qu'il y a entre celui qui transmet le savoir et celui qui est censé le prendre. Ça ne veut pas dire que le professeur a toujours raison, mais il faut qu'on prenne la juste mesure de chacune des choses. Et donc tout ça, par exemple, sensibiliser les gens sur le fait que ce n'est pas une encyclopédie, ce n'est pas l'expertise, ça fait partie de la protection du citoyen au sein de l'écosystème numérique. Donc quand on avait commencé à dire ça, et on est parti faire cette activité à Fès, parce qu'on voulait faire ressortir, il y avait beaucoup d'amis européens qui étaient présents avec nous, et on voulait faire ressortir Qarawiyyin, première université du monde, berceau du savoir, etc. Parce qu'on est en train de préparer de bonnes relations avec nos amis européens, on ne veut pas que l'adéquation, ça soit l'élève, nous, qui demandons au maître l'Europe, on veut que soit partagé avec nos partenaires le fait qu'on peut travailler
peer-to-peer, de concert, et que nous sommes en train de travailler pour pouvoir déployer, peut-être rattraper certains retards, mais c'est des retards matériels, ce n'est pas des retards mentaux. Mentalement, on est égaux. Monsieur Sarouchny, on arrive au terme de cette émission et il est d'usage de laisser un dernier mot pour l'invité. Quel sera le vôtre? Moi, je vous dirai une dernière phrase, plusieurs mots. Non, ce qu'il y a à dire, c'est que il ne faut pas, cette problématique en fait de la protection des données à caractère personnel, de la protection de la vie privée, de la protection du citoyen au sein de l'écosystème numérique. L'accès à l'information aussi. L'accès à l'information aussi. L'accès à l'information, souvent on a des gens qui nous disent la loi, il lui manque ceci, cela, etc. Il faut qu'on apprenne à ne pas être dans le blanc ou dans le noir. On a déjà beaucoup de choses à travailler. Travaillons ces choses-là. Et voyons après. Il ne faut pas être nihiliste et passer son temps à dire il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Ben non, il y a des choses. Ben, travaillons sur ces choses-là et déployons-les dans la sérénité. Donc, ce que je dirais, ou ce que je serais amené à dire en conclusion, c'est que nous sommes sur deux systèmes de valeurs qui parfois semblent inhabituels dans notre environnement. Et surtout dans leur dimension économique ou administrative. Pour le droit d'accès à l'information, il y a du change, il y a de la conduite du changement à faire, chez le citoyen et chez l'administration. L'administration doit être rassurée qu'on n'est pas en train de vouloir dévoyer ses missions, au contraire. On est en train de vouloir les valoriser, leur donner toute leur puissance. Et le citoyen doit considérer que quand il accède à l'information, il ne doit pas se mettre en mode accusateur. On doit civiliser et rendre ce genre d'échange, leur donner la meilleure sérénité possible. Et c'est un travail de tous les jours. C'est un travail où on n'a jamais terminé. C'est un travail que l'on opère, et moi je tiens ici, puisque je suis devant l'opinion des jeunes, à remercier très chaleureusement les jeunes qui composent nos équipes, parce qu'on a rajeuni complètement la commission. On l'a rajeuni parce que c'est eux qui vont porter le message au sein de leur génération et pour les générations futures. Et c'est des jeunes qui travaillent sans relâche, parfois dans des conditions de stress avancées. Et je tiens, et ça sera mon dernier mot, à les saluer ici. Monsieur Sarouchny, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour cet échange fort enrichissant. Merci. Et merci votre à vous. Message d'espoir. Je rappelle que vous êtes président de la Commission nationale du contrôle de la protection des données à caractère personnel et président également de la Commission du droit d'accès à l'information. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir.